Merci de vous retrouver encore une fois nombreux, branchés sur la 2, votre chaîne de proximité, la télévision deuxième, à l'heure de votre émission Ecomag. Le secteur traditionnel de la micro-entreprise, c'est par ce nom que l'on va désigner désormais le secteur informel au Togo. Une politique nationale de développement de ce secteur a été adoptée hier par les différents acteurs. Nous allons revenir sur le sujet au cours de cette émission, aborder les différents aspects, comment faire pour permettre à tous les acteurs qui évoluent dans le secteur informel à évoluer progressivement vers le formel. C'est l'objet de cette émission Ecomag. Nous sommes sur ce plateau avec Tchasso Akaya, il est économiste, consultant. Tchasso, bonsoir. Bonsoir. Il n'est pas à présenter, il est un habitué de cette émission. Vous aurez, chers téléspectateurs, l'occasion de participer à cette émission en appelant. La ligne sera certainement ouverte pour recueillir vos questions, vos suggestions sur le secteur informel. Le secteur informel, il faut le rappeler, occupe une place importante dans notre économie, mais malheureusement ce secteur échappe beaucoup au fisc. Voilà. Aujourd'hui on parle du secteur informel. Nous allons aborder, ce n'est plus secteur informel, c'est le secteur traditionnel de la microfinance, d'abord de la micro-entreprise. Je rappelle que le sujet était abordé au cours de cette émission Ecomag avec le vice-doyen de la FASEG, le docteur Edjeroum Bilim. Aujourd'hui, avant d'entrer dans les propositions, les stratégies, la politique pour améliorer ce secteur, permettre à ce secteur d'évoluer vers le formel, dites-nous complètement, qu'entend-on par secteur informel? Alors, le secteur informel, c'est un secteur de l'économie d'abord, qui rassemble des agents économiques, c'est-à-dire des agents qui effectuent une activité économique. Mais tout simplement, ce qui caractérise ce secteur, c'est la maîtrise des informations qui circulent dans ce secteur. Donc, par définition, c'est un secteur dans lequel se trouvent des opérateurs économiques qui détiennent des unités de production informelles et qui échappent la plupart du temps à la régulation des activités économiques dans un pays. Donc, c'est un secteur qui varie d'un pays à un autre et peut avoir différentes caractéristiques selon les pays. Donc, nous, à notre niveau, c'est-à-dire dans la région Yomoa, il y a une définition commune qui a été adoptée pour ce secteur qu'on appelait secteur informel. Et au Togo aussi, nous avons essayé de trouver la définition qui peut vraiment caractériser ce secteur. Mais pourquoi le choix secteur traditionnel de la micro-entreprise? Voilà. Le secteur, pourquoi il est question aujourd'hui de trouver un nom beaucoup plus adéquat au secteur? Parce que le secteur informel, c'est quand même informel, c'est quand même un nom péjoratif. C'est assez péjoratif, c'est assez insultant. C'est un peu comme si on disait que les activités qui se déroulent dans ce secteur sont des activités souterraines, par exemple. Et je m'explique. C'est-à-dire que c'est des activités qui sont néfastes ou bien illicites. Alors que ce n'est pas le cas. Nous retrouvons beaucoup de micro-entreprises qui sont dans ce secteur, qui contribuent énormément au PIB de l'État, c'est-à-dire à la production de l'État. Et il faut maintenant trouver un nom qui sied vraiment à ce secteur et qui permet au secteur maintenant de jouer son rôle dans l'économie. Donc c'est pour cela qu'il est question aujourd'hui d'enlever ce facteur péjoratif qu'on appelle informel pour lui trouver un nom beaucoup plus propice, et ce nom c'est le secteur traditionnel de la micro-entreprise. Et ce nom n'a pas été trouvé comme ça, parce que
ça a été trouvé suite à la consultation des acteurs sur le terrain et qui ont souhaité que ce nom change pour devenir secteur traditionnel de la micro-entreprise. Traditionnel pourquoi? Parce que nous savons que les activités qui se déroulent dans ce secteur, c'est des activités qui ne sont pas très bien maîtrisées. Donc nous avons une faible division entre le capital et le travail. Je m'explique tout simplement. On n'arrive pas au niveau de ces activités à séparer le capital du travail. C'est un peu confondu. Alors que dans les entreprises formelles, on sait effectivement que nous avons une part qui est le capital, une part qui est le travail et qui permet de pouvoir classer ces activités dans le secteur formel. Donc ce caractère, cette faible division entre le capital et le travail a fait penser à un nom qui est le secteur traditionnel de la micro-entreprise tout simplement et qui permet aujourd'hui de donner un caractère beaucoup plus intéressant à ce secteur afin que on puisse vraiment y travailler. Parler du secteur informel maintenant appelé secteur traditionnel de la micro-entreprise, on va voir plusieurs acteurs, les revendeuses, les maçons, tous ceux qui ont des micro-entreprises, ceux qui excellent. Il y a aussi des entreprises qui se disent formelles mais évoluent dans le secteur informel. Aujourd'hui, le gouvernement, le Togo a décidé d'apporter une autre dimension à ce secteur en disant secteur traditionnel de la micro-entreprise. Quelle est la vision qui sous-tend cette action? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un secteur dont les informations sont mal maîtrisées. Donc si les informations sont mal maîtrisées, ça veut dire que l'intervention dans le secteur peut avoir des problèmes. C'est-à-dire que si l'État veut intervenir dans ce secteur, ça devient un peu problématique à partir du moment où les informations ne sont pas maîtrisées. Alors, en ce sens, il faille maintenant dire, si nous devons intervenir, nous devons arriver à trouver quelles sont les informations exactes dans le secteur. Donc l'État se donne maintenant la prérogative de fixer une vision. Et cette vision, c'est quoi? C'est la promotion d'un secteur intégré, organisé, respectueux de l'environnement et qui améliore les conditions de vie des opérateurs. Et maintenant, de manière durable, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir aujourd'hui des actions qui améliorent dans un temps relativement court ou moyen les conditions de vie, mais sous une forme structurelle, c'est d'arriver à améliorer de manière pérenne les conditions de vie de ces acteurs dans le secteur. Et je pense que c'est ça qui est la priorité du gouvernement à partir du fait qu'il y a une politique qui est décidée. Donc, je pense que... Mais on ne peut pas... On remarque souvent que des politiques sont élaborées, mais cela n'est pas mis en œuvre. Est-ce qu'il y a eu une identification des différents acteurs? Parce que la plupart, ce secteur regroupe plus de 70% de la population active. Dites-nous, est-ce qu'il y a eu une identification des acteurs? Oui, alors ça me permet un peu de restreindre un peu le champ parce que le secteur informel est différent un peu du secteur agricole. C'est vrai que quand on ajoute le secteur, l'emploi agricole à l'emploi informel, on peut arriver jusqu'à 70% de la population. Mais les agriculteurs font partie de l'informel, d'autant plus que par rapport à la production, elle aussi n'est pas maîtrisée, elle échappe également quelquefois. Voilà, elle échappe quelquefois, mais compte tenu de l'importance, parce que quand vous prenez rien que le secteur de l'agriculture, le secteur de l'agriculture contribue à plus de 34% du PIB. Donc on ne peut pas le confondre avec un secteur où la contribution est peut-être de 20%, un peu mitigée. Maintenant les informations, quand vous prenez un peu les accords... Pour l'agriculture, on va jusqu'à 40%, plus de 40%. Voilà, on peut aller jusqu'à 40%, donc on peut en faire tout un secteur. Maintenant, pour essayer de catégoriser le secteur informel, ça devient difficile, parce que c'est toutes les activités qui sont réunies là-bas, comme vous venez de le dire. Vous avez l'industrie, vous avez le commerce, vous avez l'artisanat, vous avez tout ça qui sont là-bas. Donc on le classe dans un secteur privé. Donc on le classe sous le nom, c'est des activités marchandes. Donc ça veut dire que c'est sous la prérogative du secteur privé. Donc pour revenir un peu à votre question, c'est l'identification des acteurs, elle est fondamentale avant toute politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui
s'amener à définir des objectifs qui ne cadrent pas avec ce que les acteurs à la base veulent. Donc la question d'identification, elle est fondamentale. Elle est d'ailleurs le départ de toute chose. Donc moi je pense que ayant été quand même ayant suivi un peu tout le processus, il y a eu une enquête de base qui a permis de relever ne serait-ce que le besoin des acteurs à un moment donné, et ça nous a permis également de voir comment, qu'est-ce que ces acteurs veulent et où est-ce qu'ils veulent aller. Parce qu'il ne s'agit pas d'écrire dans une politique ce que nous avons peut-être vu dans d'autres pays, mais il s'agit d'adapter maintenant ce que nous pouvons faire à ce que les gens veulent. Donc voilà un peu. Là, vous avez parlé des besoins, des difficultés auxquelles sont confrontés ces différents acteurs. Nous un peu, on parle aujourd'hui du secteur informel. Il y a des jeunes maçons qui nous suivent, des jeunes couturiers, couturières qui nous suivent, des commerçants qui nous suivent également de l'autre côté. Après avoir fait le diagnostic, quels sont les problèmes auxquels sont confrontés ces différents acteurs? Alors, les différents acteurs du secteur traditionnel de la micro-entreprise font face à 5 problèmes majeurs. 5 problèmes majeurs. Nous avons les questions du cadre organisationnel, et des capacités institutionnelles. C'est quoi en fait? C'est-à-dire que l'organisation même de ces activités, l'adéquation des lieux de travail par rapport à l'activité, les questions d'hygiène qui sont liées par adéquation du mot, mais il faudrait que de l'autre côté, la personne adéquation, qu'est-ce que vous mettez autour? Parce qu'une revendeuse, quand elle prend sa marchandise, c'est aller retrouver une place au niveau du marché et pouvoir écouler sa marchandise. Est-ce que cela veut dire, est-ce que les marchés ne sont pas propices, le cadre n'est pas idéal? Oui, c'est clair. Supposons qu'une dame qui fait de la restauration au bord d'un axe routier, ou supposons que cette piste ou bien cette route n'est pas goudronnée. Donc vous voyez directement que les gens qui viennent manger chez la dame, ça pose un problème. Donc ça veut dire que toute la poussière qui vont sur ces produits donc affecte le manger des gens et diminue le capital humain du pays. Parce que si les gens ne sont pas en bonne santé et qu'ils doivent aller travailler pour faire développer le pays, donc vous voyez en même temps que ce n'est pas seulement l'activité de la dame qui n'est pas en adéquation, mais c'est tout le capital humain qui vient là-bas manger, qui pose un problème pour le pays. Donc c'est des problèmes majeurs auxquels il faut faire face, et il faut dire que nous devons aménager des lieux et places pour ces genres d'activités. Donc moi je pense que aujourd'hui les marchés qui se sont proliférés un peu partout à Lomé peuvent être réorganisés dans le meilleur des cas. Et je pense qu'il y a quelques marchés qui sont reconstruits dans le pays, et il faut aller dans ce sens. Il faut continuer par aménager ces places pour avoir des lieux, une certaine adéquation entre les sites de ces activités et les produits qui sont consommés par la population. Et ces problèmes d'organisation vont au niveau de toutes les activités. Donc quand parlant de problèmes d'organisation, aujourd'hui vous pouvez voir 3 couturières qui sont au bord d'un axe. Ils font les mêmes choses, mais ils sont alignés, et maintenant au lieu de pouvoir se regrouper pour dire que nous en tant que couturières sur l'axe nous sommes une seule entreprise, nous payons un seul loyer, nous partageons les coûts, et en même temps ça nous permet d'avoir une forte capacité de production afin d'aller peut-être aller vers les marchés et les appels d'offres. Donc vous voyez que les 3 couturières n'arrivent pas à s'organiser. Des fois même se font la guerre entre elles alors qu'elles font le même métier. Nous avons aussi par exemple les menuisiers qui, depuis qu'ils sont nés, ils font le même modèle de chaise. Donc au lieu de se dire que nous devons développer une certaine créativité, parce que quand on voyait par exemple au Ghana, vous avez plein de menuisiers qui ne font pas forcément les mêmes choses. Ils développent, quelqu'un se spécialise seulement peut-être dans les chaises, l'autre dans les tables, et ça permet d'avoir une certaine technologie, une certaine particularité. On peut le développer aussi chez nous au Togo. Nous avons nos coutumes, nos traditions qui parlent par exemple de Togbezipi par exemple. Nous pouvons le développer, les menuisiers peuvent avoir un modèle typiquement ça, et c'est ça qui est vendable sur le marché.
Donc c'est une question d'organisation auquel le secteur est lié, et il faut faire face à ces questions d'organisation pour accroître le niveau de vie des opérateurs, pas des acteurs de ce secteur. Maintenant, il y a aussi les questions d'accès liées au financement, par exemple. Moi je dirais plutôt les questions liées aux accès et les questions liées aux services financiers et pas seulement au crédit. Parce qu'aujourd'hui, c'est la question de bancarisation qui est un problème fondamental dans le secteur. Nous voyons que beaucoup de monnaies circulent dans le secteur, mais pas forcément répertoriées. Pas forcément logées dans les banques. Quand vous allez dans la zone des 5AC, vous avez beaucoup d'Aladi qui gèrent beaucoup de monnaie, mais cette monnaie n'est pas tout simplement identifiée. Donc ça veut dire que ça pose même un problème au niveau des politiques monétaires de l'État, parce que si vous ne savez pas exactement le stock de monnaie qui circule dans l'économie, comment vous pouvez faire une politique monétaire adéquate? Donc il y a déjà le problème de services financiers qui doit amener l'État ou bien les acteurs à pouvoir amener les gens vers les banques, vers un système bancaire beaucoup plus... Voilà. Donc nous voyons que certaines économies sont financées, pour revenir à la question de financement. Quand vous prenez la zone euro, plus de 100% de l'économie est financée par les banques. Quand vous prenez la zone Asie, plus de 120% de l'économie est financée par les banques. Mais quand vous revenez dans la sous-région ouest-africaine, nous avons à peine 15% de l'économie qui est financée par les banques. Donc ce n'est pas normal. Donc ça veut dire que nous avons des richesses, mais nous n'avons pas les ressources nécessaires pour pouvoir mettre ou bien pour pouvoir développer ces ressources. Donc c'est le moment de dire que il faut aller vers l'investissement, il faut aller vers le financement, il faut financer, il faut identifier ces créneaux porteurs, il faut pouvoir les financer afin que toutes les activités de ce secteur puissent voir le jour, voilà. Parler de financement, le problème est crucial. Oui. Au niveau du secteur informel. Si nous prenons nos jeunes artisans, comment ces artisans peuvent avoir facilement accès aux services financiers lorsqu'on sait que à un niveau il n'y a pas de sensibilisation autour. Voilà. Donc c'est-à-dire que certes le problème est réel, le problème de financement est réel et d'ailleurs transversal au niveau de tous les secteurs. Maintenant c'est une question aussi d'organisation. Quoi qu'on dise, le banquier ne peut jamais donner son argent sans contrepartie. Sinon ça n'a pas de sens économique, ça n'a pas de sens financier. Donc il faut maintenant mettre en place les systèmes de garantie qui permettent aux gens d'avoir les financements. Nous avons les systèmes de garantie mutuelle, nous avons les systèmes de garantie hypothécaire, tout ça là, il faut pour le nantissement aussi existe. C'est des formes de garantie qu'il faut mettre en place pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès au financement. Donc c'est cette question de contrepartie qui pose toujours des problèmes. Il y a vraiment des systèmes qu'on peut encore essayer dans le secteur pour voir si on peut régler cette question de financement au niveau des acteurs. Donc moi je dis maintenant que une politique est en train de naître dans le secteur, c'est de penser déjà à mettre en place tout ce système, tout ce dispositif qui amène les gens vers le financement. On ne peut jamais développer une économie sans investir. Ça n'a pas de sens. Et ça ne s'est jamais passé dans un pays. Donc il faut maintenant aller à l'investissement, mais de manière prudente. C'est pas la peine de se dire que nous allons développer le pays et injecter de la monnaie, ça va générer quoi? Tout simplement l'inflation. Parce que vous mettez de l'argent, mais vous ne créez pas de la richesse. Donc ça veut dire que votre monnaie va tout simplement chuter. Donc pour continuer toujours par parler des problèmes du secteur, nous avons aussi les problèmes qui sont liés aux outils de commercialisation, à la stratégie de marketing mix surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des produits qui peuvent vraiment faire long feu sur le marché national et international. Mais ces produits ne sont pas valorisés, ou bien ces produits n'arrivent pas à être commercialisés. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir des exemples? Oui. On a travaillé par exemple au Ghana pour que les produits qui sortent de l'agroalimentaire, c'est-à-dire que je prends des trucs terre à terre, du nougat, du toffee, que nous on est en train de faire des beignets que nous faisons aujourd'hui, qui ont une valeur ajoutée très importante sur le marché international. Mais puisque nous ne savons pas le commercialiser, nous ne savons pas le présenter, nous ne savons pas aller sur le marché avec ces produits, tout simplement, nous sommes restés dans notre ici sans que ces produits ne puissent arriver à des horizons beaucoup plus importants. Donc, si les outils de commercialisation sont maîtrisés par ces acteurs et ils savent que
un produit, pour être mieux vendu, doit avoir un emballage correct, et que si ce produit doit pouvoir faire long feu, il faut que la capacité de production soit forte. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils s'organisent en réseau, en groupement, pour avoir une forte capacité de production. Ils savent où se trouvent les marchés, où est-ce que se trouve le marché local, le marché international, le marché régional. Il faut qu'ils aillent sur ces marchés. Nous prenons aussi d'autres spéculations, telles que le gari, le tapioca, que les gens viennent chercher ici chez nous, parce que nous, on met tout simplement des intermédiaires au niveau des frontières qui vont chercher le gari. Les gens le stockent dans les bateaux et vont vendre cela au niveau de l'Europe, au détriment des producteurs qui sont chez nous. Voilà. Donc, il faut maintenant se dire que nous devons avoir les outils de commercialisation nécessaires pour pouvoir harmoniser dans un premier temps les produits, parce qu'il ne faut pas que le gari de Anéro soit différent du gari de Tchamba, soit différent du gari de Palimé. Il faut pouvoir les harmoniser, parce que celui qui l'achète, il a besoin de fidéliser un marché. Donc on ne peut pas se permettre de pouvoir manquer les questions d'harmonisation. Maintenant, si on va, par exemple, le tapioca, il faut que les graines soient régulières pour pouvoir vendre sur le marché international. Donc les gens doivent savoir ça et savoir que ces produits-là doivent subir ce genre de transformation avant de pouvoir faire face au marché international. Un autre aspect qui est aussi très important, c'est aussi la question des infrastructures. Donc ça, c'est de la prérogative non seulement de l'État, mais aussi des acteurs. Comme on le disait, la question du financement rejoint un peu. Il faut que les acteurs aient la capacité d'avoir les moyens de production nécessaires. Donc, dans un premier temps, l'investissement concerne l'activité elle-même, parce que vous ne pouvez pas vouloir aller sur le marché régional sans avoir une forte capacité de production. Donc, il faut que les acteurs puissent investir dans dans le matériel d'équipement et dans les équipements afin de pouvoir avoir une très grande production. Maintenant, de l'autre côté, l'État doit penser à mettre en place des infrastructures adéquates. Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer une grande campagne agricole à travers le PENIASA. Il faut qu'il y ait des magasins de stockage pour pouvoir réceptionner tous ces produits. Il faut que nous puissions aménager les pistes pour que les produits puissent sortir des zones rurales, des zones rurales vers les marchés. Donc si les gens ne trouvent pas, parce que nous avons vu beaucoup de produits qui sont restés tout simplement dans les champs, alors que tout près ici en Guinée, il y a